Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, toujours en temps de COVID, là, on a la chance d'avoir un invité spécial qui est d'ailleurs un invité assez Régulier courant, plutôt. exactement. Un des invités, quand on dit invité spécial, c'est à peu près à lui qu'on pense à chaque fois. Mais on a Thomas également avec nous là, aujourd'hui. Salut Thomas. Salut les gars, merci de m'avoir réinvité. Et on vous fait aujourd'hui là, un épisode, encore une fois, inspiré, là, vous allez le voir, là, en cette belle journée de printemps, avec des beaux sujets que Gab là, avait proposés il y Dans a de ma, cela déjà 2, 3 mois là, dans dans ma sa fab- nuit blanche de sujets sans arrêt pour l'État financier. Donc la passion était intéressante, mais on va faire deux sujets, là, un instant économie et un au son de la cloche. Mais avant d'entamer tout ça, je vais te laisser, Gab, justement, là, faire le petit disclaimer et peut-être là, reparler, si tu veux, comme tu le fais à peu près à chaque 2 épisodes, de ta fameuse lancée d'épisodes. Oui, oui, bah c'est sûr que vous allez me dire, écoute, Gabriel, tu as peut-être des idées bizarres quand tu fais des nuits blanches. En tout cas, on vous rappelle évidemment, comme à chaque fois on parle de finances dans l'état financier, tout ce qu'on parle, évidemment, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas évidemment d'une recommandation officielle pour tel ou tel placement ou pour telle ou telle solution. On vous invite toujours à contacter un expert avant, si jamais vous avez des questions plus en particulier avec votre situation personnelle. Je pense particulièrement fiscaliste, comptable, conseiller financier, conseiller en financement, etc. Parfait. Donc, entamons maintenant le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet de la semaine, là, on veut vous faire un petit retour. Encore une fois, je pense qu'on l'avait dit dans un de nos épisodes passés, là. On trouvait qu'on parlait beaucoup là, du système financier et de l'économie là, nord-américaine. On a fait un épisode sur l'Europe là, qui avait été assez intéressant et que vous aviez apprécié également sur le Brexit, là. On va un peu plus vers l'Est encore, là, cette fois-ci, et non pas vers l'Asie, mais Ouais. vers la Russie. Et c'est un sujet, là, encore une fois, qu'on va essayer d'aborder l'économie de la Russie, là, où est-ce que ça en est présentement, et aussi c'est quoi les potentiels futurs pour l'économie de la Russie, qui, on va se le dire, là, et on va essayer de le démystifier le plus possible, ça reste quand même très opaque au niveau de quelle est la stratégie, quelles sont les forces de l'économie russe pour les 15 prochaines années. C'est dur de dire, encore une fois, pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement de plan, mais parce que c'est pas vraiment le genre de truc qui est divulgué en Occident. Je ne sais pas si Gab, tu veux entamer peut-être avec quelques faits pertinents là, sur le statut de la Russie présentement en tant qu'économie mondiale. Bah écoute, JP, c'est moi l'idée, puis je peux revenir évidemment là-dessus aussi sur qu'est-ce qui nous a, on va dire, décidé effectivement à aller vers ce sujet-là. C'est sûr que la Russie, ces derniers jours, on en a entendu pas mal parler là, avec les dernières tensions entre l'administration Biden puis l'administration, enfin, je veux dire l'autocratie Poutine, c'est plus ça. Euh, Puisqu'effectivement, ce dernier, il entame son, comment dire, son cinquième mandat, puis la constitution russe a été modifiée, a été amendée cette semaine, là. Donc, normalement, Vladimir Poutine pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'en roulement de tambour 2036. donc, donc, il aura 85 ans à cet âge-là. Ça ressemble pas mal à un règne un peu comme les grands leaders soviétiques de ce monde. Et c'est ça qui est fascinant avec la Russie, c'est que c'est un pays qui a une histoire complexe, avec une géopolitique aussi fascinante, mais aussi une position qui est toujours contrastée en fait depuis la décennie noire. En fait, après la chute de l'URSS, comment dire, la Russie a perdu quasiment les deux tiers de son PIB, là. Donc, la chute de l'URSS a vraiment été je te dirais, un déclencheur pour peut-être c'est un peu, ça ressemble beaucoup à Détroit hein, finalement, hein, tu vois. Ça a été un déclin assez important. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, c'est vrai qu'on voit, comment dire, un nouveau siècle russe qui commence avec des bases qui sont peut-être un peu plus saines. Puis je te dirais avec une stratégie qui, pour le coup, effectivement, tu l'as bien dit, JP, est un peu plus complexe. Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, tu sais, c'est ce qui est particulier. Tu avais sorti quelques statistiques quand même assez intéressantes sur le fait que, tu sais, on sait que la Russie, bon, est un territoire assez vaste, là, mais un peu comme c'est le cas au Canada, notre territoire est vaste, mais notre population n'est pas tu sais, majeure à cause, bien évidemment, là, du fait qu'on est trop proche du cercle polaire. Officiellement, le PIB, en parité de pouvoir d'achat, je crois que tu avais mentionné, là, c'était le 11e en termes de PIB nominal et que, par contre, par habitant, c'était le 61e. Donc, on voit
effectivement, là, une économie, puis je crois que peut-être Thomas, tu peux peut-être en parler un peu, là. On voit une économie qui peut quand même bien paraître, mais qui montre quand même une polarité quand même assez élevée entre les principales sphères de la société et la population générale. Il n'y a pas, quand on parle de classe, on dirait que la classe moyenne n'est pas encore si développée que ça en Russie comme l'est d'autres pays, bien évidemment, en Occident, et également la Chine, par exemple, qui est un bon comparable en termes de système là, par rapport à la Russie, qui est en train de développer une classe moyenne qui est très élevée, mais avec 10 000 US par habitant. On ne parle pas nécessairement d'une économie qui est très, très bien balancée, là. Ouais, non, vraiment pas. Puis c'est ce qui ressort beaucoup des commentaires quand tu fais des analyses économiques sur des pays autoritaires comme ça, c'est que tu vois des grandes disparités entre les riches et les pauvres. La Russie, c'est un pays de milliardaires. Puis, sinon tu es sous le seuil de la pauvreté. Ce qui est bon, c'est ce qui est un peu être mauvaise langue là, en ce moment, ça s'est quand même amélioré en Russie, mais dans les 20 dernières années, il y avait énormément, une grande partie de la population qui était sous le seuil de la pauvreté, puis l'argent est dans les poches des mêmes personnes. Puis c'est malheureusement ce qu'on constate souvent là, avec les régimes autoritaires un peu partout dans le monde, c'est qu'il y en a beaucoup qui payent pour ces quelques hommes riches-là, là. C'est ça, pendant la décennie noire donc du coup dans les années 90, c'est vrai, tu l'as bien dit Thomas, il y a eu l'apparition des fameux oligarches russes. Je pense que le plus connu, et je pense que je rejoindrai plus notre cher JP aujourd'hui, le fameux Roman Abramovich, qui est le Absolument. propriétaire Chelsea. de Chelsea, exactement. Roman Abramovich, c'est ça, c'est un mec qui était un petit caïd en fait dans le début des années 90 et qui finalement est devenu un espèce de multimilliardaire du gaz, du pétrole, euh, qui, on ne va pas se le leurrer, est vraiment la force économique, on va dire, de la Russie, c'est l'exportation de matières premières et surtout du coup d'énergie fossile en fait. Je pense que j'avais ressorti justement dans les statistiques quand même. euh, En termes de réserve mondiale, effectivement, comment dire, la Russie est vraiment plus grand, a la plus grosse réserve de gaz naturel prouvée au monde. Donc, c'est surtout dans le grand nord, en fait, de la Russie. Ce qui est vrai que c'est un peu compliqué, évidemment. C'est toute une logistique, évidemment, à préparer. Là, on a vu justement la construction du fameux Nord Stream, qui est le fameux pipeline gazoduc, oléoduc que les Russes ont construit sous la mer Baltique. Tu vois, c'est vraiment le point d'orgue en fait de la stratégie russe. C'est quand même vraiment d'avoir une exportation de matières premières qui est assez importante, surtout vers les clients européens. Exemple, l'Allemagne, évidemment, la France, le Royaume-Uni, etc. Mais ouais, entre autres Exact. pour leur gaz naturel, pétrole aussi, ils ont des pipelines qui vont en Turquie aussi, puis en Chine d'ailleurs. Pour le pétrole, c'est le troisième plus grand exportateur au monde. Puis le gaz naturel et le pétrole combinés, ça représente, je pense, plus de 60% quasiment des exportations de la Russie. Ce qui est quelque chose qui est en diminution là, quand même, qu'il faut mentionner, là. L'économie russe essaie de se distancer de juste cette industrie-là, essaie de diversifier son portefeuille de ressources un petit peu, là, puis de connaissances, parce que, en fait, c'est ce qui a caractérisé leur croissance dans les 20 dernières années. Ils ont connu mettons, un bon 7 ans de 2000 à 2007 à cause qu'il y avait des hausses du prix du pétrole, justement, puis que ça a fait croître énormément leur économie, leur PIB. Sauf que cet argent-là, elle est dans les poches de tous ces magnats du pétrole. C'est ça. Et puis la corruption est encore très présente, effectivement, dans le système politique russe, hein, et l'opposition, en fait, est un peu inexistante, là. Quand on Ouais, voit ça, on pourrait en parler effectivement avec ce qui se passe avec l'opposant numéro un, là, qui est Monsieur- M. Navalny, Exact, exact. qui est un peu, qui montre un peu la situation, encore une fois, c'est ça, la situation à l'interne, là, on l'a mentionné, là. Bien évidemment, c'est intéressant de voir que justement, c'est vraiment au niveau un peu des ressources de base, des ressources primaires. On retrouve un peu le système industriel anglais, on dirait, là, un système qui est fondé sur tout ce qui est du physique, là, presque, là. Donc, c'est assez intéressant de voir la disparité entre des économies occidentales. On peut parler des États-Unis, on peut parler de la France qui se digitalise de plus en plus et qui vont vers des industries de plus en plus axées sur les technos par rapport à la Russie qui continue quand même à se positionner de manière intéressante tout de même là, sur l'échiquier mondial en termes de PIB, par exemple, comme on l'a mentionné.
mais qui restent sur des industries qui sont, encore une fois, je ne sais pas si c'est nous qui avons cette vision-là, mais qui ne sont peut-être pas des industries de l'avenir. Oui, c'est des industries qui vont avoir des besoins, on s'entend, là, tout ce qui est agricole, le bois, le blé, etc., qui sont des. Je crois que la Russie est le premier exportateur mondial d'ailleurs de ces ressources-là. Les diamants, l'or, etc., c'est des ressources qui ne vont jamais disparaître et vont toujours avoir une utilité, mais est-ce que ça va être tant corrélé avec l'aide des industries du futur dans 15-20 ans? Peut-être pas. L'autre point que je voulais soulever, que j'apprécie quand même bien, qui est important à noter, c'est tout ce qui est, puis ça, vous allez encore une fois rire à cause de ma passion pour SpaceX, mais j'aime bien l'aspect exploratoire, là, le fait que la Russie reste quand même une entité là, qui a été stable et quand même assez forte au niveau de sa participation au niveau de tout ce qui est des explorations là, outre-terrestres. Donc, quand même assez intéressant là, avec leur programme Soyuz et compagnie qui ont été, même je crois, là, pendant plusieurs années, là, c'était la seule méthode de se rendre Oui, dans l'espace. Soyuz était vraiment le lanceur le plus stable, effectivement. Puis tout ça est basé, évidemment, sur l'ancienne station Mir, là, qui, comment dire, était l'ancêtre. Il y a une partie de la station Mir qui a rejoint la Station spatiale internationale quand elle a été créée. Et c'est vrai que le lanceur donc, de Baïkonour, pour le coup, qui est au Kazakhstan, était vraiment l'unique point de départ des astronautes. Personne. C'est sûr que les robots pouvaient être lancés depuis Cap Canaveral ou de Houston. En Guyane aussi, on a notre cocorico Ariane qui était lancé depuis Cayenne, depuis Kourou, si je me souviens bien. Et c'est vrai que la Russie a quand même, tu l'as bien dit, JP, avait quand même beaucoup cette force industrielle. Ça reste quand même encore aux alentours des 30% du PIB, l'industrie lourde, la métallurgie. Moi, je pense évidemment à tout ce qui est consommation de base, donc les produits industriels. Un bon exemple que j'avais, puis vous avez tous dû voir ce documentaire là, sur Facebook. Là, à chaque fois, il tombe en recommandation là, sur le fameux nickel à Norilsk, qui est la ville la plus polluée du monde d'ailleurs. C'est ça qui est un peu ce qui est un peu horrible, c'est dans le Grand Nord russe. Et il y a des types, des fois, qui plongent à des dizaines de kilomètres dans le sous-sol de la Terre pour aller chercher ce métal qui est si rare, si précieux et si important aussi aujourd'hui évidemment, dans la construction, évidemment, par exemple, de cartes mères ou de ce genre de choses. Le nickel est encore un matériau pardon, qui est assez important pour beaucoup de productions aujourd'hui, dans l'électronique, etc. Un peu comme le silicium, etc. La Russie a quand même cette force minière aussi qui est quand même vachement importante aussi dans l'économie d'aujourd'hui. On le voit justement maintenant avec la compétition qui c'est avec les Chinois, par exemple, sur les terres rares, les fameuses terres rares qui sont si polluantes mais aussi si importantes. Tu vois, et c'est là, je dirais, aussi tout l'enjeu, en fait. Et moi, c'est ce qui m'avait donné l'idée de cet instant économie. C'est vraiment cette puissance, entre guillemets, cette dépendance qu'ont les pays de l'Ouest, puis la plupart des pays, en fait, dans le monde de la Russie, fait que aujourd'hui, la Russie joue en tant qu'acteur géopolitique de manière importante partout dans le monde. On le voit, côté chinois, on en a déjà parlé, on avait fait un épisode là-dessus, mais je pense qu'il mériterait un deuxième épisode pour le coup sur les nouvelles routes de la soie, une intégration dans cette espèce de stratégie globale chinoise. Au sud, on l'a bien vu avec les événements qui ont eu lieu au Haut-Karabakh, avec versus l'Azerbaïdjan, la Turquie qui construit un nouveau bloc, et à l'ouest avec l'Union européenne, les tensions commerciales, surtout avec l'annexion de la Crimée et évidemment la guerre du Donbass en Ukraine, les tensions aussi en Biélorussie. Toute cette espèce de stratégie globale du Kremlin fait en sorte que aujourd'hui, la Russie est un acteur géopolitique de premier plan, puis est capable d'aller rivaliser avec les superpuissances par Ouais. cette création de dépendance. Mais c'est ça qui est difficile parce qu'on dirait que le point est bon que tu soulèves, c'est justement le fait que, on considère officiellement les acteurs géopolitiques, on dirait que sur la scène mondiale, les États-Unis sont toujours présents, la Chine est bien évidemment présente également, mais l'espèce de troisième position est dure à maintenir et dure à développer d'une certaine manière. On dirait que le clash éternel entre les États-Unis et la Chine ne laisse pas vraiment de place pour un pays comme la Russie qui viendrait s'implanter. La Russie, encore une fois, en termes géopolitiques, ça ne se passe pas super bien avec les États-Unis. Ça se passe pas de manière, ça se passe plutôt, les relations sont quand même bonnes avec la Chine, mais encore une fois, est-ce que la Chine a vraiment avantage à avoir la Russie comme étant une puissance
ou plutôt voir la Russie comme étant un petit frère, si on peut dire, qui a certaines utilités par le fait justement qu'elle a des ressources hyper intéressantes pour la Chine. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, puis le point est très bon que tu as soulevé. Les routes de la soie, selon moi, c'est un projet énorme pour la Chine, on l'avait mentionné, mais c'est aussi une certaine manière pour la Chine de venir récupérer un peu d'impact sur les anciens, c'est sur le bloc de l'Est, sur les anciens pays de l'URSS, qui était, selon moi, la seule manière pour la Chine, pas pour la Chine, pardon, pour la Russie, de maintenir cette position-là, de peut-être être cette troisième puissance mondiale-là, au même titre que les États-Unis, au même titre que la Russie. Mais avec la Chine qui vient un peu prendre des positions ou aller, si on peut dire, s'implanter dans ces pays-là, ça vient un petit peu rendre la Russie solitaire dans son coin et, selon moi, rendre la Russie un pays qui, encore une fois, en termes sur l'échiquier mondial, pourrait avoir une importance similaire à celle de la France, c'est-à-dire un pays, certes, très important, mais qui n'aura pas de place principale dans le duo de tête, au même titre que le duo de tête, les États-Unis et la Chine, selon moi. Ah non, Ouais, ben, pour moi, la Russie a joué ce rôle-là d'être à la tête, justement, dans les années de l'URSS. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, je pense qu'il leur manque beaucoup de facteurs pour dire qu'ils peuvent jouer un rôle de leader sur l'échiquier mondial puis y rester pendant longtemps parce que le défaut versus, exemple, la Chine que la Russie a, c'est que l'Union européenne est quand même pas mal dépendante d'eux autres, mais ils ont très peu d'influence sur ce qui se passe en Amérique du Nord. De par leurs ressources, eux, leurs exportations sont majoritairement du pétrole, du gaz naturel. Nous, on ne va pas se mettre. Ben, c'est beaucoup plus compliqué d'importer ça en Amérique du Nord. Fait que les États-Unis ont quand même une grosse indépendance par rapport à ce que la Russie fait versus la Chine, on est tellement dépendant de la Chine pour tous les types d'industries en Amérique du Nord qu'on n'a pas le choix d'essayer de maintenir des relations avec eux autres, même s'il y a des gros différends. Mais il n'y a pas ce besoin-là avec la Russie. Fait que la Russie, depuis la chute de l'Union de l'URSS, ben, on a vraiment pu les marginaliser beaucoup plus qu'on pourrait le faire avec la Chine. C'est ce qui s'est passé quand ils se sont mis justement à prendre contrôle de la Crimée, puis la guerre avec l'Ukraine. Le Canada, les États-Unis, le Japon, puis quelques autres pays, là, quand même, ils ont tous appliqué des grosses sanctions à la Russie, puis ils pouvaient se le permettre de le faire sans trop d'impact. Ceux qui ont vraiment payé, c'est les Russes, parce que leur croissance, ils ont subi une récession, presque en plus, j'ai jumelé ça avec une chute du cours du pétrole en 2014. C'est beaucoup de facteurs pour eux autres qui jouent contre eux. Ils ont un gros vent de face à cause de tout ça. Puis pour moi, ça va prendre du temps avant que la Russie puisse se dire redevenir un leader là, de force. Exact, Thomas. Puis je pense que c'est couplé, évidemment, cette sanction-là. Tu te souviens, à cette période-là aussi, il y avait une inflation monstre en Russie parce que la rouble russe, qui est la monnaie, évidemment, de la Russie, a perdu quasiment la moitié de sa valeur en quelques mois, en fait. Et c'est ça qui était ces sanctions internationales de la Russie envers les Russes, effectivement, ont pesé très lourd, on va dire, dans les finances publiques russes, puis évidemment dans l'économie, on va dire, de cette nouvelle, de ce nouveau bloc de l'Est, en fait. Exact. C'est un peu cette instabilité-là, justement, qui fait une grande divergence avec ce que la Chine fait. T'sais, la Chine a un contrôle sur sa devise qui fait en sorte que même si, à la limite, la Chine, encore une fois, Thomas, tu l'as bien dit, ne va pas faire face à des sanctions monstres parce que l'Occident en a besoin. Là, on ne peut pas faire la même chose qui se passe en Iran, par exemple, parce que l'importance est trop clé. Mais ça reste que c'est vrai de dire la Chine se protège quand même de tout risque de sanctions parce que l'impact sur la devise est contrôlé. La Russie ne contrôle à peu près pas sa devise, ça fluctue. Bon, certes, on n'est pas au Venezuela, là, mais quand même, on se ramasse avec une devise qui n'est pas stable, ce qui fait en sorte que sur une base économique, comme on a dit, sa place est moins importante qu'elle l'était depuis la chute de l'URSS. C'est vraiment un pays qui se ramasse un petit peu cloisonné dans son coin à faire de l'exportation de ressources naturelles, comme on le dit, mais qui, dernièrement, avec la chute des cours au niveau des matières premières, par exemple le pétrole, fait en sorte que des alternatives qui, à l'époque, n'étaient peut-être pas si intéressantes pour, on le mentionne, l'Europe, pouvaient maintenant le devenir. On a parlé le fameux épisode sur le canal de Suez, mais à ce moment-là, pour des pays de l'Europe d'aller chercher du pétrole au niveau du Moyen-Orient, c'était rendu intéressant par rapport aux fameux pipelines de l'époque, donc qui sont à partir de la Russie. Donc, c'est ce qui est un peu
encore une fois, curieux là, avec la Russie. Quel va être l'avenir de la Russie sur l'échiquier mondial? Quelle va être la prochaine démarche pour essayer de développer une industrie de l'avenir? Ça va être à suivre. Encore une fois, moi, ce que je continue à voir, c'est un peu, également, je crois que j'ai vu un reportage là-dessus dernièrement, là, mais le fait qu'ils veulent développer eux aussi là, une fameuse route maritime. Là, ils sont en train d'installer là, des bases. Je crois que c'était cette semaine que j'ai lu ça, là, qui développent encore une fois leur force dans le Grand Nord. Et c'est ça, donc développer un canal maritime. Je sais que ça, c'est un gros plan qu'ils veulent faire. Et également, là, comme on l'a mentionné, les fameuses ressources du pôle Nord qui va être c'est un sujet qu'on avait mentionné, je crois, aussi dans un autre épisode. La route du Nord-Est, oui, la route du Nord-Ouest. La route du Nord-Est et les ressources, l'exploitation des ressources dans le pôle Nord également. On le sait qu'avec la fameuse guerre là, entre les différentes nations qui sur sont l'Arctique. Et c'est ça qui est fascinant, JP, aussi, et j'en profite aussi, Thomas, ça qui est passionnant, messieurs, avec la Russie, c'est que tous les côtés, étant donné qu'aussi c'est le plus grand pays du monde, aussi on l'a oublié, mais c'est quand même un pays immense. Et par ce fait-là, tous les axes, on va dire, sur les côtés, toutes les frontières, entre guillemets, de la Russie sont stratégiques. L'Arctique, l'Ouest, le Sud, le Caucase, évidemment, l'Asie centrale, évidemment, avec les nouvelles routes de la soie, on l'a dit, le Grand Est avec le Japon, parce qu'on le sait aussi, il y a des tensions encore entre la Russie et le Japon à propos des îles Kouriles. C'est un sujet diplomatique, ça fait des années que ça dure et que ça n'a jamais été réglé. Et en fait, tout est intéressant. Et c'est là où on se dit justement, la superpuissance de Vladimir Poutine aussi, elle est comment dire, passionnante parce que justement, c'est un pays, justement, la Russie, où il y a tellement d'axes de négociation et d'axes stratégiques que la diplomatie, effectivement, est à son exergue, est vraiment passionnante. Tu l'as bien dit, c'est sûr que je trouve que les deux points, et je pense qu'on terminera là-dessus, JP, là, pour ce segment-là, les deux points qui vont être quand même à surveiller, bien évidemment, dans les prochains mois, prochaines années, c'est la situation aussi politique aussi de la Russie. Tu l'as bien dit avec le cas Alexei Navalny, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et l'Occident est très inquiète de cette situation-là, avec évidemment ce manque de démocratie très clair et Mais net. pour moi, c'est leur plus gros frein, ça, à la croissance. C'est que la Russie ont beaucoup de cartes dans leurs mains qui pourraient jouer pour croître puis grandir sur l'échiquier mondial. Mais là, je pense qu'ils commencent à le comprendre, mais trop longtemps, ils sont trop basés sur ce qu'il y avait comme les ressources naturelles, puis l'héritage de l'URSS, qui est tout le côté industrie qu'ils avaient développé à l'époque. Là, je pense qu'ils ont compris qu'il faut que leur économie se diversifie plus. C'est un pays quand même très innovant, là, qui ont beaucoup de connaissances, je pense, qui peuvent bâtir pour justement bâtir des expertises en TI et tout ça. Mais ça reste que, tu sais, tant qu'ils ne soigneront pas leurs relations politiques pour essayer de s'ouvrir un peu plus sur le monde, puis se spécialiser dans des nouveaux segments, ben ils vont. Tu sais, ça revient au principe économique qu'on apprend là, à la base, c'est que ils sont moins compétitifs que beaucoup d'autres pays à faire ce qu'ils sont obligés de faire, des fois, comme l'agriculture avec des terres non performantes, des choses comme ça. S'ils s'ouvriraient plus sur le monde, ils pourraient se spécialiser dans des choses où ils ont vraiment des forces à jouer, puis pallier leurs faiblesses avec le commerce, puis tout ça. Mais pour moi, ils sont trop marginalisés de par leurs actions politiques, là. Oui, puis pour les sanctions internationales, c'est vrai que ça a fait très très mal, hein. Tu vois, Oui. leur stratégie agressive, quand même, on va pas se leurrer là, en Crimée, puis en Ukraine, donc dans la fameuse région du Donbass, donc dans les régions de Lugansk et de, comment dire, de Donetsk, si je me souviens bien, ont quand même été pas mal critiqués par la communauté internationale. Et c'est vrai que cette espèce de bellicisme, on va appeler ça comme ça, de la Russie, elle peut avoir des mauvaises conséquences. Puis Navalny, le cas Navalny est très intéressant parce que ça reste un pays où l'opposition est quasiment inexistante, où soit elle est de mèche avec le pouvoir, donc du parti unique, entre guillemets, qui s'appelle Russie Unie, là, donc le parti de Vladimir Poutine. Et c'est vrai que la Douma, donc, qui est la Chambre des députés russes, est quand même très complaisante, avec un pouvoir qui est, je trouve, un peu despotiste, qui est très autoritaire.
et qui nécessite, je pense, dans les prochaines années, est-ce qu'on va avoir une situation comme on a eu en Biélorussie cet été, là, avec une espèce de semi-coup d'État démocratique? Ça, c'est moi ce qui va me fasciner, m'intéresser pour les prochains mois, en tout cas en Russie, là. Exactement. Donc, on vous invite à suivre tout ça. Là, encore une fois, s'il y a bien quelque chose qui est intéressant à suivre, c'est la Russie, mais également difficile à suivre, encore une fois, par la quantité d'informations qu'on obtient. On verra effectivement, comme tu l'as bien dit, le Gab, on verra si au fil des futurs événements qui peuvent arriver dans les semaines, les mois et les années à venir, là, si on ne fera pas un deuxième segment de ce magnifique épisode du podcast. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, encore une fois, un autre sujet intéressant, mix, encore une fois. Là, en off, on en parlait, essayer de voir est-ce qu'on peut en parler plus en finance personnelle ou plus en finance de marché. On a convenu de le faire en finance de marché. C'est peut-être d'ailleurs un des points qu'on parlera, là, le fait qu'un défaut de ce type d'investissement-là, c'est le fait qu'on ne peut pas vraiment, et que ce n'est pas facile d'y investir par nous-mêmes. On veut vous parler en fait de l'investissement en infrastructure. Donc, je vais vous laisser les boys commencer un peu avec une introduction. Puis peut-être, encore une fois, on fera peut-être un lien. C'est pourrait être intéressant là, de revenir vers qu'est-ce qu'on aimerait que ce type d'investissement permette dans les mois, années à venir en termes de finances perso. Oui, bien, déjà pour peut-être mettre en contexte, investissement en infrastructure, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très large, hein? Ça peut être investir, un classique, dans des autoroutes payantes. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, mais ça fait longtemps. Mais investir dans des centrales énergétiques, exemple un parc éolien. Donc, financer la construction d'un parc éolien pour ensuite retirer des revenus de la vente de l'électricité. Ça peut être des canaux maritimes, des ports, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est vraiment très large, mais c'est toujours à très, très grandes échelles. Donc, c'est des projets qui coûtent des milliards. Donc, au niveau personnel, à moins d'avoir des milliards, ce qui est le cas de très peu d'entre nous, c'est très difficile d'y accéder. Puis même, je pense que les gars, vous avez souvent parlé de façon dérivée d'investir dans des choses difficilement accessibles, mais ce n'est pas un segment de la finance qui est très, très développé en ce moment. L'accès aux investissements en infrastructure de façon dérivée. Pas pour le commun des mortels, disons. Exact, exact. Puis c'est vrai que pour faire ça simple, c'est sûr que l'infrastructure, je le définirais effectivement comme le terme exact, c'est ce qu'on appelle des real assets. Donc, c'est des actifs réels. Alors, c'est très large, effectivement, tu l'as bien mentionné, Thomas, là, mais moi, je verrais l'infrastructure, effectivement, comme toutes plus du transport, de l'investissement dans des structures. Un aéroport. Exactement. L'aéroport, c'est un excellent exemple. Et l'infrastructure, c'est vrai que c'est un domaine, je dirais, puis ça, c'est là où je vais avoir mon point de vue. On essaye des fois là, de créer le débat aussi dans l'état financier, là, où je vais avoir mon point de vue un peu plus négatif, on va dire ça comme ça. C'est encore une industrie ou un secteur, on va dire, de la finance qui est assez controversé aussi pour plusieurs raisons dont on va évidemment détailler un peu plus tard, là. Après, je dirais que c'est un secteur d'investissement qui va être très important pour les nouvelles énergies, par contre. Oui, je crois que je suis en ligne directe avec ce que tu dis, Thomas, justement. Là, on dirait que s'il y a bien quelque chose qui va prendre sa pertinence post-COVID et que à peu près tous les gouvernements au Canada, on en parle couramment, là, mais quels vont être les plus grands investissements qui vont permettre de recréer des jobs en partie pour couvrir là, justement les pertes d'emplois massives et tout. Je crois que l'infrastructure va être effectivement un des points centraux de l'économie de demain et aussi un sujet qu'on pourrait peut-être aborder, tout ce qui est la partie sur les villes intelligentes. On dirait on veut investir dans l'infrastructure pour relancer l'économie, puis on veut amener, si on peut dire, les grandes villes, les monopoles, pas les monopoles, les métropoles. Les métropoles. Monopole, je suis encore pris avec la Russie en tête, avec les oligopoles et compagnie. Mais les métropoles vers le 21e siècle réellement. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est de voir comment est-ce que les gouvernements vont y investir, comment est-ce qu'encore une fois, ça va être structuré. Je sais que, Gab, tu voulais peut-être parler un peu de corruption là, dans ce segment-là, là, sur le type d'investissement en infrastructure qui est un problème assez notoire là, depuis bien des années. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va en avoir tellement dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on peut ramener ça vers les particuliers pour que nous aussi, on puisse contribuer d'une certaine manière
à mettre nos fonds dans justement la transformation de nos villes. Et on en parle souvent. Ouais, là, les villes se veulent en transformation et ont des besoins de transformation. Ce qui est le fun pour les particuliers, c'est que, c'est souvent comme c'est des gros projets, ils ont un impact sur la vie de ces gens-là, du moins des communautés où c'est bâti. C'est quelque chose souvent qui va être utilisé par un peu tout le monde. Donc, c'est ça aussi que je trouve le fun avec les investissements en infrastructure. Tu essaies de les faire pour apporter du bien-être. Là. Oui, puis c'est vrai que c'est très tangible. Hein. On l'a vu, par exemple, je pense particulièrement, là, par exemple, à Vancouver, donc, qui est la grande ville au Canada, qui est le plus à l'ouest, on va dire, sur la côte ouest donc Pacifique. Il y a eu un nouveau métro qui a été construit, comment dire, intégralement justement avec des fonds privés, donc dans l'infrastructure, l'investissement en infrastructure. Et la même chose s'en vient à Montréal aussi avec un partenaire, un acteur, comment dire, institutionnel qui s'appelle la Caisse de dépôt de placement du Québec, qui est un investisseur institutionnel. Donc, c'est les retraites qui financent effectivement ce projet-là. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que c'est très concret. Les gens, ils voient l'utilité effectivement d'un réseau de transport intègre puis performant. On en a parlé avec l'épisode sur Détroit. Vous voyez, tous les épisodes ont des liens. C'est ça qui est cool aussi avec Détroit, où justement la création d'un réseau de transport efficace permet vraiment de développer des nouveaux quartiers, de créer de la richesse, encourager évidemment, stimuler l'économie. Et tout ça est pensé. Les autoroutes, on en a parlé. Moi, un bon exemple que je pourrais avoir, en France, on a cette tradition de la concession autoroutière depuis très longtemps, là, mais par exemple, en France, l'acteur numéro un, c'est la société Vinci, qui est une société qui exploite des autoroutes. On a au Canada l'équivalent on a eu notre première vraie autoroute payante, là, qui est la 407, donc, qui est autour de l'autoroute 407, qui est autour de Toronto, qui a été la première autoroute en Ontario intégralement payée par des fonds privés. Et c'est vrai qu'elle permet évidemment d'économiser beaucoup de temps et beaucoup de bouchons aussi dans cette grande ville qui est Toronto. Il faut avouer que la route gratuite, elle, est l'autoroute la plus congestionnée au monde, donc la fameuse 401. Alors, ça peut être des idées qui peuvent être tout à fait pertinentes. Je dois t'avouer, JP, j'ai pensé d'abord, avant tout, tu as mentionné le coût de la corruption. C'est un des points, effectivement, qui est pas mal, comment dire, critiqué, par contre, pour le coup, dans l'infrastructure. Il faut se dire, là, on a parlé d'exemples en Europe, mais c'est vrai que souvent, l'infrastructure, elle va être plutôt dans des pays pays émergents. Là, surtout, elle va se développer énormément dans ce genre de pays. Par exemple, la stratégie, encore une fois, des nouvelles routes de la soie, c'est un excellent exemple d'investissement en infrastructure. Absolument. Donc, dans la Beaucoup en création Afrique, on a mentionné, ouais. voilà, avec la création de nouveaux terminaux pétroliers, de ports, etc., avec des concessions, par exemple, de 100 ans qui peuvent être données au gouvernement chinois, par exemple, dans certains pays. Et c'est vrai que souvent, cette construction, elle s'accompagne évidemment de corruption très importante ou de manipulation, on va dire, d'autorités politiques de pays, d'États qui sont censés être indépendants, mais pour le coup, qui sont plus attirés par l'argent vraiment que le bonheur de leur population, malheureusement. Je dirais aussi l'autre point, c'est vrai que ça peut avoir un impact aussi sur les usagers, parce qu'on le voit aussi avec la tarification des autoroutes qui, je trouve, parfois est un peu indécente là, pour les automobilistes. Après, c'est un point de vue aussi, il faut faire une analyse coût-bénéfice pour chacun des personnes qui sont là. C'est de dire, bon, est-ce que je préfère rester 1 heure dans les bouchons alors que j'ai un meeting important ou d'y aller en 10 minutes, puis tant pis, payer un petit peu plus cher. C'est là où ce que je mettrais. C'est ça. Mais tu sais, pour moi, ce qui est tellement intéressant, c'est que selon la façon que c'est fait, ça peut comme tellement être mauvais dans le sens juste enrichir. S'il y a de la corruption derrière, ça peut enrichir des milliardaires puis qui font ça juste pour leur poche. Comme tu dis, une autoroute payante, ça peut favoriser les riches à l'égard de ceux qui ont moins de revenus puis qui ne peuvent pas se le permettre. Fait que, tu crées des disparités au sein de ta société. Mais aussi, ça peut être comme tellement des beaux projets de société, parce que si on prend un exemple au Québec ici, puis vous l'avez parlé avec le REM qui est en train d'être construit à Montréal, un projet de métro, tu sais, c'est un projet qui est financé par les retraites publiques, mais aussi tous les salariés du Québec contribuent à cet argent-là. Fait que c'est développé avec leur argent, puis ça sert à faire de l'argent au fonds de pension qui le développe, mais cet argent-là revient directement
C'est un fonds de pension, donc ça revient à la retraite à tous les Québécois. Donc, c'est comme une forme d'économie circulaire que, ben oui, tu payes une partie de ton salaire pour financer ce genre de projet-là, mais au bout de la ligne, ça te revient. Tu sais, ça reste tout à l'interne, puis ça, je trouve que c'est des beaux projets. Mais ce modèle-là est très bon. C'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, tu l'as mentionné, ce modèle-là fonctionne très bien quand c'est un investisseur institutionnel ou lié effectivement à l'État. C'est vrai que c'est fait par la société et les bénéfices vont être également pour la société, ce qui est tout à fait louable partout. La mission est atteinte sur tous les crochets sont tickés. L'enjeu, c'est vraiment de dire ben, les plus gros projets, ça c'est dans un pays comme le Canada, donc c'est sûr que c'est Oui, nous, plus on peut se le stable. permettre, on a Ben, les c'est ça. institutions pour le faire. Mais... Mais dès que tu tombes dans un monde où c'est du privé, c'est là où c'est ce qui rend les choses tellement un défi, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas la capacité de mettre en place des investisseurs institutionnels de cette ampleur-là, avec justement là, des contributions d'actifs qui sont, comme tu l'as dit au Québec, avec tous les salariés qui contribuent. Il y a des entrées de liquidité amplement là, pour pouvoir faire des projets au niveau de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Mais c'est de dire comment est-ce que par la suite, dans d'autres pays, justement, ces projets-là vont être au niveau du privé. Comment est-ce que les gouvernements peuvent s'implanter ou mettre un peu leur œil dans ce qui se passe pour aussi qu'on ait cette économie circulaire-là qui se produise. Et au final, si on revient vers notre lien initial, ben que c'est ce qu'on veut, une espèce de bénéfice collectif comme ça pour qu'aussi nous, petits investisseurs, qui n'est pas seulement un salarié au Québec, mais qui veut également contribuer pour des projets en Amérique latine, ben, peut aller investir dans des fonds, dans des types d'investissements qui vont permettre d'avoir la tête tranquille, de dire, OK, mais oui, j'ai une partie de mon salaire qui rentre dans les actifs communs de la Caisse de dépôt et de placement pour les projets dans des pays qui vont décider, mais si je veux le faire également sur des développements en Colombie, ben, est-ce que je peux avoir de la paix d'esprit de me dire je ne vais pas juste mettre mes fonds, puis ça va être un Ponzi scheme, puis je vais tout perdre. T'sais. Donc, on dirait que c'est ce défi-là de dire il y a tellement de disparités dans le monde au niveau de la manière dont les investissements en infrastructure vont se faire, que de développer une manière pour tout le monde, au même titre qu'on l'a mentionné avec les rates dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Comment est-ce qu'on peut développer des solutions intégrées qui vont permettre aux investisseurs partout dans le monde d'avoir la tête tranquille de dire ben, je peux à la limite me faire un petit portefeuille diversifié avec des investissements en infrastructure en Asie, en Amérique et en Europe. On dirait que j'ai hâte de voir si justement l'importance que vont avoir les infrastructures dans les prochaines années vont aussi amener cette innovation-là ou cette stabilité-là. Personnellement, je ne crois que dans certains pays, ça ne fonctionnera pas, là, évidemment. Là. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce que ça peut évoluer, cette logique-là. L'autre logique aussi qui va être intéressante à suivre dans le milieu de l'infrastructure, c'est l'accessibilité effectivement de ces placements-là au commun des mortels. Parce que là, tout ce qu'on a parlé présentement, vous l'avez vu, ce sont des acteurs étatiques ou des gens qui ont beaucoup d'argent, évidemment, à dépenser évidemment et à investir, parce qu'on ne va pas se le cacher, développer un terminal pétrolier, par exemple, par exemple au Pakistan, créer un nouveau pipeline, etc., c'est des dizaines de milliards de dollars. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, alors que d'acheter un titre dans un compte de courtage, c'est tellement facile. La question va être de savoir comment on va pouvoir effectivement rendre accessible ce type de placement au commun des mortels. Tu l'as bien dit, je pense que l'avenir est peut-être aux alternatives liquides. Ce qu'on appelle les alternatives liquides, c'est par exemple des fonds négociés en bourse spécialisés évidemment en infrastructure, des sociétés publiques aussi qui sont spécialisées en infrastructure. Le défi toujours dans ce genre de projet, bien évidemment, c'est la liquidité. Ça, c'est un point qui est très important. C'est comme, évidemment, il y a d'énormes dépenses, puis que souvent les recettes mettent plusieurs années à venir, parce que ces concessions autoroutières-là, elles vont générer des revenus, mais plus tard. C'est vrai que souvent, c'est difficile de gérer du cash flow, entre guillemets. Et souvent, c'est le fait d'être coté publiquement ou d'avoir des fonds liquides peut créer un certain risque, effectivement. Je sais quand même qu'il y a certains fonds d'infrastructure qui sont accessibles à certains types d'investisseurs. Aux États-Unis, souvent, pour accéder à ce genre de placement, il faut avoir plus de 250 000 dollars à mettre en cash et d'avoir une valeur nette suffisante en tant qu'investisseur pour pouvoir accéder à ce genre de produit. Et c'est sûr que c'est un commitment, donc c'est un engagement à garder ses sous dans ce genre de fonds pendant plusieurs dizaines d'années. Donc parfois même, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 ans, etc. pour rechercher ces sous-là. Vous m'excuserez, il y a le seigneur qui n'attend pas juste à côté, là. Mais aussi, un des gros défis, tu sais, tu as parlé de liquidité.
Mais aussi, quand tu as des actifs réels comme l'infrastructure ou l'immobilier, tu as un défi d'évaluer la valeur de ton bien aussi, qui est beaucoup plus compliqué que, tu sais, on n'a pas des marchés liquides comme, ben justement, à cause de la liquidité, tu n'auras pas un prix précis comme une action que tu peux traquer en temps réel. C'est compliqué d'évaluer la valeur d'un bien comme ça. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, tu ne réussiras pas à avoir des prix réguliers. Puis souvent, le prix qui est montré, ben, il faut comme que tu fasses une fourchette autour parce que ben, il n'est pas précis. Il y a plein d'hypothèses derrière qui font que tu arrives à ce prix-là. Mais donc, les marchés ne sont pas parfaitement efficients, effectivement. C'est ça. C'est difficile de connaître. Puis je pense que l'évaluation, d'ailleurs, souvent sur ce genre d'actifs, c'est évalué une fois par année, en fait. On ne peut pas vraiment sortir de ce genre de fonds facilement. C'est difficile de connaître, évidemment, la valeur d'une autoroute parce que c'est basé sur plein d'inconnus. Puis l'exemple de l'autoroute est excellent parce que on ne sait pas quel quartier va être construit à côté de l'autoroute. Est-ce que ça va être un espèce de ghetto? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont passer par là? Ou est-ce que ça va continuer à être bien entretenu? Est-ce que les coûts vont augmenter pour l'entretien de cette... Parce que ce n'est pas gratuit, évidemment, réparer des potholes le long de... Surtout dans le climat nordique qu'on connaît ici au Canada, ce n'est pas évident. Et ça va être plein de contraintes, je dirais, qu'un investisseur en infrastructure va devoir regarder. Il va regarder aussi ses contraintes en termes, c'est ça, de certains... La gestion des risques, comme pour simplifier, va être beaucoup plus complexe et va être beaucoup plus intéressante, par exemple. Ouais, ben, oui, mais d'un actif à l'autre, la façon de l'évaluer justement ton risque va complètement changer parce que tu n'es pas sujet au même risque. Donc, c'est pour ça c'est vraiment du cas par cas. Tu ne peux pas créer des modèles très généralistes sur ce type d'actifs-là. Ouais, exact. Puis au-delà même de tout ça, tu as la logique de dire qu'il y a des compagnies qui vont faire l'implantation, le développement, la mise en chantier, et par la suite, les structures d'utilisation peuvent être sous forme de contrat d'utilisation. Donc, ce n'est pas nécessairement les trucs qui sont les plus stables. Ce n'est pas forcément la personne qui met la pelle dans la terre qui va l'opérer pendant les 15 prochaines années non plus. Donc, c'est vrai que toute cette structure-là, pour l'avenir des différents types d'infrastructures, c'est assez compliqué, effectivement. Là. Donc, allons-y peut-être avec le mot de la fin, là, respectivement. Peut-être on peut faire justement le point final sur la fameuse relation, l'idéal qu'on aimerait que l'investissement en infrastructure puisse avoir là, au niveau de la finance personnelle. Là. Je vais peut-être te laisser, Thomas, commencer. Oui, ben pour moi évidemment, j'aimerais ça qu'il y ait un meilleur accès à ce genre d'investissement-là pour un petit peu tout le monde, mais bon, tu sais, moi, juste comme ça, rapidement, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être pas un potentiel de... Tu sais, comme on a vu, là, ça va peut-être paraître idiot rapidement dit comme ça, mais tu sais, un genre de crowdfunding, mais pour des projets plutôt locaux. Là, tu sais, tu te dis, bon, on aurait un besoin, mettons, pour une grande ville de développer un projet de transport. Est-ce qu'il n'y aurait pas façon de peut-être le crowdfunder pour que tous les gens autour puissent investir potentiellement dedans puis retirer des bénéfices par la suite? Je veux dire, je pense qu'il y a des avenues peut-être à explorer pour le futur pour rendre cette classe d'actifs-là plus accessible. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à brainstormer là-dessus. Exact. Puis, tu sais, c'est exactement le point que je pensais. Effectivement, tu as cet aspect-là communautaire qui est assez pertinent. Tu sais, qui de mieux pour investir et pour, si on peut dire, prendre les décisions clés qu'un quartier pour développer justement un système de transport. Par exemple, on parle souvent, on l'a mentionné, le fameux REM, là, qui est un peu le RER version Montréal, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui, encore une fois, est très délié des localités qui vont en bénéficier. Donc, c'est très intéressant. Moi, personnellement, je vais être un utilisateur futur, mais je n'ai aucune idée si dès la première opération, le premier train qui va partir, il ne va pas être plein 3 stations plus loin que chez moi. Donc, on n'a pas vraiment de capacité de dire grand-chose sur ce genre de projet-là, mais j'avoue que c'est un très bon point de Tom. Je ne sais pas, Gab, si tu as ton mot à mentionner. Ben moi, je te dirais, je partagerais ton opinion, JP. Puis je te dirais au niveau de la transparence aussi, de l'information aussi, ça va être très importante. Particulièrement, là, on a parlé avec l'histoire de corruption, mais d'être capable à ce que l'information soit facilement accessible. L'autre point aussi que je dirais, c'est la concrétisation, bien évidemment, de ces projets-là. Parce qu'on on a parlé
pour le moment, tu es par exemple du REM comme un projet magnifique, mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu un seul train avec un seul passager qui a été pris, à part évidemment des ingénieurs, évidemment, là, parce que c'est en cours de construction. Ça devrait être finalisé l'année prochaine, normalement, selon les infos qu'on a. Moi, je jugerai le projet quand il sera complété, savoir est-ce que l'expérience en tant que passager, elle est adéquate, etc. Est-ce que ça ne va pas être aussi la question de la sécurité, aussi du transport, elle va être à considérer, parce qu'on en a vu des projets où des moyens de transport ingénieux étaient mis de l'avant, comment dire. Moi, je pense particulièrement, et là, je vais retourner de l'autre côté de l'Atlantique, dans la belle ville de Tours, en l'occurrence, d'où est originaire notre ami Jean-Baptiste, qui est un de nos collaborateurs réguliers. Et ben, comment dire, cette ville-là avait été une des premières à instaurer un espèce de tram sur pneus. Tu vois, ça, à l'époque, tout le monde trouvait ça révolutionnaire comme technologie, et cette technologie a été complètement abandonnée parce que dangereuse, elle provoquait des déraillements importants, etc. Évidemment, je ne souhaite pas ça pour le REM, mais le fait que ce soit encore une fois un projet très clickbait et qui soit très attractif aussi pour beaucoup de gens, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pression qui va être liée justement à la réussite ou à la concrétisation de ce projet-là? Est-ce que les rendements vont être là aussi sur ce genre de projet? On en a parlé, évidemment, la question de la tarification, de l'accessibilité des transports, elle va se poser, évidemment, à savoir est-ce que quand même c'est monsieur et madame tout le monde qui vont pouvoir prendre ce train? Évidemment, comme il doit être rentable, c'est sûr qu'il y a des impératifs de rentabilité qui sont pris en compte, alors que les transports publics, souvent, ils se dépassent cette logique de rentabilité. Souvent, c'est pas rentable, mais c'est pour le bien commun. C'est un peu comme, on appelle ça des externalités en économie. Alors, c'est toutes des questions que je vais me poser, évidemment, là, pour les prochaines années. Ça peut paraître boring, mais malheureusement, c'est du concret, bien évidemment, que je développe. Exact. Puis le Je dernier pense que point tu as rapide. bien, t'as bien exprimé toute la complexité de ce genre de projet-là, puis tous les risques qui sont liés à ça. Exact. Puis, tu sais, c'est un point qu'on n'a pas mentionné, puis c'est là-dessus, je pense qu'on peut compléter, c'est vraiment la partie de dire officiellement, on sait que ces projets-là, c'est probablement les projets qui ont le plus besoin d'avoir des modifications de budget au fur et à mesure qu'ils sont implantés aux différentes phases. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une structure d'investissement qui est solide dans des projets qui ne sont pas sur papier dès le jour J et qu'on est certain que ça va arriver dans 4 ans avec un budget de 100 millions. On le sait tous, les infrastructures en Occident, c'est très compliqué de savoir réellement si le projet initial va être à la bonne période et avec le bon budget. Comment est-ce qu'on investit là-dessus? Là, je vous pose la question pour compléter là-dessus. Là. Donc, on verra encore une fois. Le sujet très intéressant. C'était un podcast, je dois dire, là, assez pertinent, assez intéressant. Là, on a eu plusieurs bons sujets. Donc, je vais te laisser, Gab, faire le mot de la fin classique là, pour compléter l'épisode d'aujourd'hui. Bah oui, n'oubliez pas évidemment de partager évidemment notre épisode si ça vous a plu sur toutes les plateformes que vous connaissez désormais. Je ne peux me répéter parce que maintenant vous le connaissez. Mettre un like et vous abonner à la chaîne YouTube et aux autres plateformes, donc les plateformes audio. On est disponible partout. En attendant, messieurs, moi je voulais remercier Thomas pour ta participation. Puis en attendant, je vous souhaite aux auditeurs et à vous deux, messieurs, une bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine, merci les gars. Salut!